Ça, c'est le mindfuck énorme de la profession financière envers la population générale, d'avoir fait croire aux gens que l'argent, c'était compliqué. Et là aussi, personne n'en parle jamais. Il y a 5 000 milliards d'euros d'argent des particuliers en France qui est dans des fonds gérés activement par des sociétés de gestion. Ces fonds gérés activement prélèvent en moyenne 1,7% de frais annuels. C'est énorme, 1,7% de frais annuels. C'est pas 1,7% du total sur toute la durée du truc. C'est 1,7% par an. Et il y a une grosse aversion, les gens bien sûr ils ont peur pour leur argent parce que avec l'État c'est plus simple, on se dit oui c'est l'État, il gère notre argent pour nous, et là on a cette propre responsabilité de gérer notre argent. Nous, on avait un business plan en tant que start-up et on venait de lever 1 milliard d'euros de capital. Et là, d'un coup, les taux explosent. Et on a la possibilité soit de créer l'offre d'intérêt la plus attractive d'Europe pour les particuliers, soit de gagner 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Finance 360. Je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir en compagnie de Mathias. Bonjour à tous et salut Thomas, ravi d'être là. Ravi aussi de t'avoir parce que le but vraiment de cette émission avec Finance 360 c'est démocratiser l'investissement, l'argent, les finances personnelles, tout ce qui va toucher à l'argent en général pour donner un peu du pouvoir aux gens et leur permettre de bâtir leur indépendance financière. Et je pense que quand on parle de démocratisation de l'éducation financière, sur la dernière, voire les 2 dernières années, tu as été l'une des personnes, en tout cas sur l'univers francophone, qui a le plus contribué à ça, parce que tu as multiplié vraiment les apparitions, et que ce soit en fait sur le plan professionnel avec Trade Republic ou sur le plan personnel toi, où tu as intervenu sur plein d'émissions. Du coup, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur ces sujets, et je pense que ça va être hyper intéressant d'avoir un peu ton expérience des backgrounds de la finance, et en même temps, du coup, tout ton parcours et maintenant en tant que directeur de Trade Republic. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr. Alors, moi, je suis Mathias Bacchino, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants. Je commence toujours par ça. Plus important. Moi, je suis passionné de politique, je suis passionné de moto, de rugby. Je fais de la boxe. Et je suis le directeur des marchés européens de Trade Republic, qui est une banque allemande, donc une banque européenne, qui a 6 ans d'existence et qui gère aujourd'hui 100 milliards d'euros d'épargne pour 8 millions d'Européens, dont 1 million de Français et de Françaises. J'ai écrit « Prenez votre argent en main » aux éditions Michel Lafon cette année, après avoir fait à peu près 30 millions de vues sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas du tout dans mon plan d'action de 2024. Et donc, j'ai pas fait exprès. Hein. Enfin, ça m'a dépassé assez largement. Et aujourd'hui, j'essaye d'aider les Françaises et les Français à ne plus avoir le tabou de l'argent, pour que l'on puisse en parler, parce que si on en parle, on va s'apercevoir que s'en occuper efficacement, c'est pas si difficile que ça en fait, qu'il y a assez peu de complexité, que c'est surtout émotionnel en fait. Et voilà, j'essaye de permettre aux Françaises et aux Français qui le souhaitent de mieux prendre leur argent en main, parce que la vérité, c'est que quoi que vous disent les politiques, et quoi que vous disent aussi les complotistes qui racontent n'importe quoi, la réalité économique de l'argent des particuliers en Europe, de votre thune, c'est que quoi qu'on fasse, il va y en avoir moins. Donc il faut mieux s'en occuper. Je prends toujours le parallèle de la transition écologique parce qu'en fait, on a réussi à optimiser une ressource comme l'eau, par exemple, ou la nourriture, qu'on gaspille moins. Eh bien, avec l'argent, il va falloir faire pareil parce que l'État est endetté en Europe, les États sont endettés en Europe, et la population vieillit. C'est aussi simple que ça. Et à partir du moment où la population vieillit et où les États sont endettés, la seule solution, c'est de faire plus avec moins. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, c'est pour ça que je me bats, parce que je crois que si on fait rien et si on continue de laisser les Françaises et les Français, et plus largement les Européennes et les Européens, avec 85 à 90% de leur argent qui ne travaille pas, avec des produits d'investissement à long terme qui leur rapportent 1/3 de ce que ça devrait leur rapporter, et avec 95 milliards d'euros de frais sur la thune des gens en Europe, en France l'année dernière, on n'y arrivera pas. Et donc, je me bats pour qu'un système plus circulaire, plus efficace avec l'argent des gens voit le jour, tout simplement. Et je crois que ça commence par en finir avec le tabou de l'argent. Donc, mes interventions sur les réseaux sociaux, donc le livre, donc ma présence ici aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler pour une entreprise qui est complètement transparente, quoi, qui a un produit en fait qui répond à des vrais concepts d'éducation financière. Et donc j'ai la chance de pouvoir faire de l'éducation financière dans le cadre de mon travail, en faisant en sorte que ça aide les gens,
mais qu'en plus, ça fasse grossir Trade Republic, évidemment. Donc, c'est une position qui est très rare. C'est très, très rare en tant que porte-parole d'une entreprise que l'on puisse défendre des idées sincèrement. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma carrière. J'ai déjà été porte-parole, mais c'est bien la première fois que je peux le faire de manière totalement sincère. Et comme j'en ai souffert aussi étant enfant, comme je vois autour de moi plein de gens souffrir du tabou autour des questions d'argent, et ben je me suis dit que probablement qu'avec la bonne volonté de la génération Z et des millennials, probablement qu'avec l'aide des créateurs de contenu comme toi, et probablement qu'avec une parole un peu plus authentique que d'habitude de la part d'un banquier, il était possible aujourd'hui de faire un premier creux, quoi, un premier trou dans le tabou de l'argent. Et j'ai l'impression que les gens sont en train de sauter dessus à pieds joints, quoi. Parce qu'en fait, tu t'aperçois que dès que tu commences à en parler, tu t'aperçois qu'en fait, quasiment tout le monde a envie d'en parler. Non pas que les Françaises et les Français soient des gens fous d'argent et tout, c'est pas du tout la démarche. La démarche que je ressens, moi, et que je vois émerger, c'est j'en ai marre de souffrir de mon rapport à l'argent. Ouais. J'en ai marre de pouvoir en parler à personne, j'en ai marre de me sentir coupable, j'en ai marre de me sentir con, j'en ai marre de me sentir en infériorité face à mon banquier, j'en ai marre de voir des trucs sur Internet et de pas être capable de me dire est-ce que c'est vrai ou pas. Les gens en ont marre, en fait, de subir. Et quand on leur donne un micro, on s'aperçoit qu'ils veulent en parler. Donc moi, c'est ça que j'essaye de faire, de casser le tabou de l'argent en France. Et j'ai la chance de pouvoir le faire en faisant grossir une des plus grosses banques digitales d'Europe aujourd'hui, qui est Trade Republic. Ouais. C'est vrai que vous êtes vraiment venu disrupter ce marché, en fait, autant sur l'offre que sur les moyens de communication. Parce que les moyens de communication, en fait, parler d'argent directement sur les réseaux sociaux, via aussi tout ce qui est un peu les influenceurs, créateurs de contenu, etc., c'est quelque chose qui se faisait moins. Là où aussi vous êtes venu, du coup, vous étendre là-dessus. Je vais te donner juste une anecdote pour que tu comprennes. C'est que il y a 3 ans, je discutais avec la dirigeante d'une grande banque en ligne française. Okay. Et elle me disait, et donc je lui disais que j'allais aller travailler avec les influenceurs sur les réseaux sociaux. Et elle me regardait catastrophée. Et elle me disait, mais Mathias, mot pour mot, on mélange pas les rouges à lèvres et les produits financiers. Ouais, donc on voit le niveau. Alors, déjà, si, parce qu'en fait, c'est avec de l'argent qu'on peut acheter du rouge à lèvres. Donc, pourquoi, en fait, on pourrait parler de maquillage et on pourrait pas parler de comment tu fais ton budget ? Pourquoi sur Internet, il y a des coachs pour bien manger, bien éduquer ses gamins, bien dormir, bien aimer, bien faire ton jardin, et il y a rien, et on n'aurait pas le droit de bien gérer son budget. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout que c'est le moyen le plus facile de toucher le plus de gens aujourd'hui. Ah bah oui, bien sûr. En plus, c'est efficace. En plus, c'est redoutablement efficace économiquement. La vérité, c'est que les entreprises ont peur des réseaux sociaux parce que la plupart des entreprises ne peuvent pas se permettre, du fait de leurs produits, d'être complètement transparents. Ouais. Parce que les réseaux sociaux, c'est quand même une machine à authenticité, quoi. Si t'es pas toi-même, si t'es pas vrai, et si tu racontes pas, tu te fais éclater, en fait, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour aller vérifier, en fait. Donc voilà, c'est on a apporté, mais c'est aussi sans doute lié au fait que les dirigeants de Trade Republic aujourd'hui ont 32 ans de moyenne d'âge, quoi. Ça joue beaucoup, je pense. Ah bah ça joue énormément. La façon de communiquer, des choses comme ça. Ah bah ça joue énormément. Moi, mon chef, le mec qui décide de ce que je peux faire ou pas, il a 29 ans. Ouais, ok. Donc il voit les choses de manière moderne, entre guillemets, quoi. Contemporaine en tout cas. Très différent des grosses banques traditionnelles. Et d'ailleurs, on en parlait juste avant qu'elles ont beaucoup moins d'agilité par rapport à vous et que c'est une force que vous avez pu avoir de pouvoir faire un peu tester les choses. Énorme. Et moi, quand j'ai besoin de prendre une décision essentielle, j'ai un coup de fil à passer, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des processus pour les éléments qui ont trait à la réglementation bancaire. Parce que Trade Republic n'est possible que si on respecte la loi. C'est-à-dire que d'abord, tu respectes la loi, les réglementations, et d'abord, tu rends le régulateur satisfait, et après, tu te développes. Y en a qui ont fait l'inverse. Dans le sketch, on dit il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc, c'est ce qui est très difficile d'expliquer à propos de Trade Republic, c'est qu'on a pu faire ce qu'on a fait
parce qu'on est très agile et qu'on prend des décisions toutes les semaines et qu'au lieu d'avoir des plans stratégiques annuels, on a des plans d'action hebdomadaires. Et donc, on peut s'adapter en permanence et on peut être beaucoup plus efficace dans la manière dont on gère l'entreprise. Mais c'est possible que si d'abord tu respectes les réglementations et tes obligations bancaires, financières et réglementaires. Et voilà, donc c'est un subtil équilibre entre le fait d'être constamment du bon côté de la ligne et en même temps d'aller très très vite, quoi. Et d'aller très très vite tout en restant du bon côté de la ligne, et ça nécessite une chose très très claire qu'on a très beaucoup développée chez Trade Republic, qui est la notion de focus. C'est-à-dire qu'on est très concentré sur ce qu'on fait et on fait pas 50 choses en même temps, quoi. Donc voilà, c'est une méthode de travail très particulière. C'est une discipline. Les gens peuvent penser qu'une start-up c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus créatif, c'est vrai aussi. Mais la vérité, c'est que pour accélérer et ouvrir des millions de comptes dans l'année, comme on l'a fait en 2024, oui, il faut être créatif, ça c'est sûr. Il faut être rapide aussi, ça c'est sûr. Mais il faut surtout être extrêmement discipliné, méthodique, travailleur. Pour prendre le parallèle avec les créateurs de contenu, c'est comme ceux qui pensent que MrBeast, c'est un mec qui est à l'arrache, quoi. Ouais, qu'il a posté une fois, par-là, qu'il a buzzé. Non. MrBeast, c'est une machine de guerre. Ouais, c'est incroyable ce qu'il y a derrière. D'organisation, de méthodisme, voilà, c'est plus proche de McKinsey ou de Goldman Sachs que d'un club de vacances, quoi. Tu vois. Donc voilà, il y a ces deux aspects-là chez Trade Republic qu'il n'y a pas chez les grosses banques. Le premier, c'est qu'on est jeune et contemporain et sans doute aussi connecté aux classes moyennes parce qu'on en vient, c'est nous en fait, quoi. Et l'autre aspect, c'est qu'effectivement, on utilise les méthodes de travail agiles qui font qu'on est capable d'aller très vite, très fort et de prendre des décisions aussi radicales. Quand les taux baissent il y a 2 ans, quand les taux remontent, pardon, il y a 2 ans, nous, on avait un business plan en tant que start-up et on venait de lever 1 milliard d'euros de capital. Et là, d'un coup, les taux explosent. Et on a la possibilité soit de créer l'offre d'intérêt la plus attractive d'Europe pour les particuliers, soit de gagner 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comme on est agile, etc., on a pu prendre la décision qu'on n'avait pas prévu, nous, de toucher des commissions d'intérêt avec la thune des gens qu'on placerait pour nous-mêmes à la BCE, comme le font toutes les banques. Quelque chose de très méconnu, ça, en passant. Oui, ça fait 30 milliards d'euros l'an dernier quand même de revenus pour les banques sur la thune des gens. Ouais. C'est sans doute pour ça aussi que mon livre marche aussi bien. C'est parce que les gens veulent savoir. Ils en ont marre de pas savoir, en fait. Là, c'est plus possible. Et puis, on peut plus se le permettre, en fait, de passer à côté de 30 milliards d'euros de pouvoir d'achat supplémentaire en 2024 pour les foyers. Je parle que de la thune des gens. Je parle pas de la thune des entreprises ou quoi. Je parle que de la thune des particuliers, des foyers. Ça fait 30 milliards d'euros d'intérêt pour les banques. Parce que l'argent des particuliers est placé à la BCE ou placé sur du monétaire. Bref. Donc, quand on réalise que les taux montent, etc., la décision, on la prend en 1 mois. Et 2 mois plus tard, on lance, début janvier 2023, la première offre d'intérêt sur un compte bancaire toute simple, sans aucune condition, etc. 2 mois avant, on n'avait rien. On a tout développé en 2 mois. Et ça, les grosses banques aujourd'hui ne peuvent pas s'aligner là-dessus, ça c'est sûr. Aujourd'hui, là, Trade Republic, c'est ce que c'est devenu. Comme tu disais, beaucoup de travail, etc. On en discutait tout à l'heure, tu n'as pas toujours été un peu là où tu en es aujourd'hui. D'abord, tu avais commencé plutôt une carrière dans le public. Comment t'en es venu, si tu devais un peu retracer ton parcours jusqu'à Trade Republic ? En fait, dans ma carrière, il y a eu 2 phases. Parce que les 10 premières années, j'ai découvert Paris, quoi. Et en France, Paris, c'est un milieu très particulier. C'est là où tout le pouvoir est concentré quasiment. Et c'est une culture, c'est des réflexes, c'est des manières d'être, c'est des cercles de pouvoir, c'est des manières d'avoir des relations humaines. Et donc, les 10 premières années, j'ai vraiment découvert ça. Et il y a un moment donné où j'ai compris, autour de 2015, que j'avais la possibilité, maintenant que je m'étais adapté à cet écosystème parisien, qu'en fait, j'avais la possibilité d'avoir un gros impact potentiellement.
Et c'est là où j'ai décidé de partir dans la tech. Et ça m'a pris 7 ans, mais j'ai fini par arriver jusqu'à Trade Republic au bout de 7 ans. J'ai d'abord bossé pour d'autres startups, etc. Ok. Et donc, moi, les 10 premières années de ma carrière, ça a été de rentrer dans les cercles de pouvoir parisiens. C'était ça mon objectif. Je venais de province, je connaissais personne à Paris. Dans ma famille, c'était un milieu très populaire. Mes parents étaient les 2 premiers de leur famille à avoir le bac respectif et les 2 premiers à devenir médecins aussi. Donc, mes parents, eux, avaient quand même une forme de réussite sociale. Mais après le divorce, ça a été très dur pour ma mère parce qu'elle a mal géré, etc. Mon père, lui, ça allait. Mais donc, c'est un ensemble de choses, si tu veux, qui m'ont poussé, moi, à devenir banquier, quoi. Je simplifie à l'extrême, mais voilà. Au début, je voulais être diplomate. Moi, ma passion intellectuelle, c'est la politique, c'est les relations internationales, c'est l'histoire politique, c'est la philosophie politique, c'est voilà. Je suis passionné de comprendre comment les sociétés humaines peuvent avancer, quoi, et qu'est-ce qui les fait aussi ralentir parfois. Bref, donc ma vraie passion intellectuelle, c'est ça, moi. Et donc j'ai fait des études pour ça. J'ai fait un bac S P-Maths par obligation paternelle. Je le remercie d'ailleurs parce que c'est vrai que c'était à l'époque le seul diplôme de bac qui te fermait 0 porte. Ouais. Donc j'ai ensuite pu faire Hippocagne et Cagne, qui est un prépa littéraire. J'ai fait Sciences Po parce que je voulais être diplomate, moi, à la base. Et j'ai essayé d'être diplomate pendant 1 an. J'ai été stagiaire en ambassade. Et j'ai adoré vivre au Kyrgyzstan, monter des opérations, etc., exécuter le travail. Mais par contre, la structure de publique, de travailler pour l'État et de devoir respecter toutes les procédures et tout, et de pas aller vite, et de rien pouvoir créer, de toujours... Enfin, c'était une pesanteur, une bureaucratie, en fait, que j'ai pas supporté. Et donc, j'étais à Sciences Po à Aix. Et je réalise en stage de césure qu'en fait la diplomatie ça va vraiment pas le faire. Et là je rencontre des financiers à l'époque en voyageant et c'est là que je découvre la finance en 2006. C'est en plein boom à ce moment-là, en 2005-2006. C'est l'âge d'or de la finance de marché et je décide de faire de la finance de marché. Et le temps que j'y arrive, ça m'a pris 2 ans, j'ai fait les SEC, j'ai fait des stages, etc. C'était la crise des subprimes et donc j'ai commencé à bosser en salle des marchés pendant la crise des subprimes. Donc ça a été une aventure exceptionnelle. Et là, j'ai appris à travailler. J'ai appris la rigueur du travail au maximum, hein, parce qu'en salle des marchés, tu peux pas te permettre de faire d'erreurs, en fait. Donc, c'est un niveau de rigueur qui est extrême, un niveau de rapidité d'exécution qui est extrême, et donc un niveau de concentration aussi qui est très élevé. Et donc, j'ai énormément appris en salle des marchés. Tu étais trader ou sales Alors, moi, j'étais sales, mais dans une activité un peu unique. C'est une activité où les produits financiers proposés étaient cotés en bourse. Donc, il y avait aussi des market makers et c'était une seule et même équipe, en fait. Donc, j'étais officiellement sales parce que moi, je suis pas ingénieur, donc j'étais pas officiellement trader. Mais il se trouve que dans l'activité qui était la mienne, je supervisais aussi des market makers. Okay. Et donc, j'avais une vision qui allait au-delà de simplement structurer un produit dérivé et le vendre à une banque privée. Ouais. J'avais une vision beaucoup plus globale de ce marché-là. Et surtout, à l'époque, j'étais dans la première équipe qui avait un site web, une appli mobile, un magazine. C'était une équipe grand public, mais en salle des marchés. Tout ça m'a amené ensuite à partir chez un broker, une banque en ligne en fait, hollandaise, parce qu'il y a un moment donné dans ma vie où j'ai eu des enfants, j'ai eu ma fille, j'avais gagné ma vie correctement, donc je me sentais moins inquiet, financière. Ouais, moins inquiet, et donc je me suis senti plus libre de réfléchir aussi à tout ça et de réfléchir à ce que j'avais en fait un peu envie de faire aussi, parce qu'il y a un moment dans ta vie où quand tu as bien bossé, avec un peu de chance, tu as une forme de liberté de pouvoir choisir aussi ce que tu vas faire. Et donc, j'ai eu ce choix-là en 2015 et j'ai choisi de partir dans la banque en ligne, ce qui me semblait pas être un choix fou, quoi, en 2015. Et pour l'anecdote, à l'époque, j'ai dit à mes responsables en salle des marchés que je voulais me mettre en situation d'un jour contribuer au lancement de Google Bank. Parce qu'en 2015, j'étais convaincu que ça allait être Google et Apple qui allait en fait prendre le marché retail de la banque. Ouais, c'est vrai. Et ça n'a pas été le cas finalement, mais Apple, il y a quand même eu des tentatives, des trucs, mais et puis c'est pas fini. Mais voilà, à l'époque, je voulais ça, et donc je suis parti dans une banque en ligne hollandaise qui était relativement moderne à l'époque, qui a disparu depuis, qui a été rachetée par Saxo dans le cadre d'une OPA.
Et c'est là que j'ai appris à manager. Je suis devenu dirigeant bancaire, donc je suis devenu porteur de la licence bancaire de Bink à l'époque en France. C'est là que j'ai découvert la régulation, les autorités, ce que c'était d'être chef d'entreprise, en fait, hein, tout simplement. Et quelques années plus tard, mon chemin a croisé celui des fondateurs de Trade Republic. Ça a été, je crois pouvoir le dire, un coup de foudre. Et depuis 4 ans, j'ai réappris intégralement à travailler de zéro dans une des plus grosses startups du monde, quoi. Donc j'ai appris les méthodes de développement agile, j'ai appris comment on prenait des décisions radicales pour disrupter, j'ai appris le digital aussi, que je connaissais pas bien, j'ai appris les réseaux sociaux beaucoup. Et ça a été ma grande découverte de 2024, quoi, la communication sur les réseaux sociaux. Ça a été, moi jusqu'à présent, je faisais que de la communication institutionnelle en fait. Et j'ai découvert que je pouvais vraiment m'exprimer librement sur les réseaux et avoir une résonance avec les gens, quoi. Et ça a été ma grande découverte de 2024. Donc voilà, donc tout mène à disrupter. Il y a un moment donné, en fait, où dans ta vie, tu peux te demander est-ce que j'ai envie de consacrer mon énergie à faire tourner quelque chose, ce qui est très bien, ou est-ce que j'ai envie de consacrer mon énergie à essayer de fabriquer quelque chose, ce qui est une autre activité. Et c'est épuisant, et c'est fatigant, et c'est stressant, et parfois, ma femme et mes enfants aimeraient que je fasse autre chose, tu vois, que ça. Et je pourrais être en train de faire autre chose. Je pourrais être dans un fonds, dans une grosse banque privée. Je pourrais faire tout ça. Je le ferais bien. Et je gagnerais mieux ma vie en termes de revenus. Ouais. J'aurais pas les stock options Trade Republic, évidemment. Ça, c'est la récompense de la disruption, ça. Mais je pourrais être en train de faire autre chose. Ce serait plus confortable pour moi. Ce serait plus facile. Mais j'aurais surtout moins le sentiment d'être utile, en fait. Qu'à un moment donné... si tu peux avoir un gros impact, fais-le. Et moi, j'ai pris la décision de le faire. Mais c'est fatigant. Ouais, ça, j'imagine. C'est vraiment fatigant parce que c'est nouveau tous les jours. Tu prends des risques, tu fais des choses que les autres ne faisaient pas avant. Et il y a beaucoup de questions à répondre. Et puis après, il y a les critiques sur les réseaux qui sont tellement violentes. Les gens... Avec l'anonymat, les gens, ils se permettent n'importe quoi sur les réseaux. C'est un truc de fou. Donc, ouais, c'est un grand challenge de pousser aussi fort la communication digitale. Mais bon, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Tu as encore 4 fois plus de followers que moi sur Instagram, donc j'ai du boulot. Que sur Instagram, pour l'instant. Sur les autres, je suis pas sûr. En tout cas, c'est sûr que c'est un très beau parcours. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as eu une grosse expérience dans la finance plutôt traditionnelle, le monde de la banque extra-traditionnelle, et maintenant un peu dans fintech, le digital, etc. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as appris un peu dans les backgrounds de la finance traditionnelle qui a fait qu'aujourd'hui, tu as cette volonté de démocratiser le sujet de l'argent, des finances personnelles, etc. Quels sont les grands trucs qui sont cachés pour toi que tu aurais vu dans ce domaine de la finance à tous les particuliers? Tout est caché. C'est-à-dire que mais c'est aussi pour ça que j'ai écrit le bouquin, si tu veux. C'est-à-dire que le mode de fonctionnement du système d'argent est complètement opaque pour 98% des particuliers. Et la manière dont ça fonctionne n'est pas communiquée. Donc les gens ne le savent pas. Et ce qu'on leur présente comme étant le fonctionnement, c'est en fait des mensonges. Donc c'est un problème énorme, monsieur. C'est un tabou colossal. Tu rajoutes par-dessus la nature politique de l'argent. Alors là, tu complexifies encore davantage le truc. Tu rajoutes là-dessus 70 ans de jargon financier. Ah, ça, c'est terrible. Donc, la vérité, c'est que l'immense majorité du système d'argent n'est pas visible des gens. Donc, il y a plusieurs choses, moi, qui m'ont choqué. C'est les grandes masses, si tu veux, qu'on a aussi mappées dans des études qu'on a faites, entre autres avec Marc Toiti, mais pas que. Et donc, la première chose à dire, c'est que la première source d'appauvrissement pour les gens, c'est l'argent qui dort. Pour 2 raisons. La première, c'est que y a l'inflation. Et que cette inflation, c'est pas juste sur tes courses, en fait. C'est surtout, l'impact est énorme sur ton épargne, surtout, en fait. Donc, l'inflation et l'impact de l'épargne, de l'inflation sur l'épargne. Tout le monde, surtout les médias traditionnels, prennent le sujet de l'inflation
sous l'angle de la consommation, du panier de courses. Alors oui. Pâtes qui a augmenté. Alors oui, le panier de courses en 2024, il est entre 5 et 10 euros plus cher. Oui. Mais en 2024, les particuliers, ils ont perdu 30 milliards d'euros de leur épargne face à l'inflation, en fait. Les ordres de grandeur sont énormes. Donc, le premier gros problème, c'est l'argent qui dort. C'est 85% de l'argent des Européens au global qui est sur des comptes qui rapportent rien. Ça rapporte rien pour les gens, ça rapporte beaucoup pour les banques qui s'en servent. Donc il y a une double lecture à ça. C'est qu'il y a d'un côté l'inflation qui tue ton épargne et de l'autre les banques qui, elles, se gavent dessus. Donc c'est le plus gros problème, de très très loin. Le deuxième plus gros problème qu'on a en termes de volume d'argent des particuliers qui disparaît chaque année, c'est les frais. Les frais bancaires, bien sûr, c'est 230 euros par personne, par an. C'est en hausse cette année encore. Mais le vrai gros problème, c'est les frais sur l'épargne. Et là aussi, personne n'en parle jamais. Il y a 5 000 milliards d'euros d'argent des particuliers en France qui est dans des fonds gérés activement par des sociétés de gestion. Ces fonds gérés activement prélèvent en moyenne 1,7% de frais annuels. C'est énorme, 1,7% de frais annuels. C'est pas 1,7% du total sur toute la durée du truc. C'est 1,7% par an. Effet intérêt composé inverse. C'est monstrueux, c'est énorme. C'est des centaines de milliards d'euros de pouvoir d'achat qui ont été envolés de la poche des gens. Donc c'est un problème colossal. Les frais sur l'épargne, les frais sur les investissements. Et c'est uniquement rendu possible parce que les gens ne savent pas. C'est un métier qui va disparaître, qui va être remplacé par les ETF. Pour l'immense majorité des gens, les fonds gérés activement ne font aucun sens. C'est que dans des cas très particuliers que ça fait du sens. Il est prouvé tous les ans, depuis 50 ans, que les fonds gérés activement font moins bien que les indices boursiers, et pas qu'un peu. Donc c'est un gaspillage colossal. Quatrième gaspillage énorme en France, les crédits à la consommation. 20 milliards d'euros d'intérêts payés par les particuliers. Autant te dire que ce n'est pas les plus aisés qui font des crédits à la conso. C'est ceux qui ont le moins de thunes, à qui on vient détruire toute chance d'un jour avoir de l'argent en leur vendant des facilités de paiement qui sont en fait des énormes catastrophes pour ta thune. Donc le crédit à la consommation avec des taux entre 6,5 et 15,5, c'est délirant. Ça devrait être interdit, ou en tout cas limité à des cas d'urgence quand vraiment tu n'as plus le choix, quoi. Donc c'est un énorme problème aussi. Voilà, après tu as le plus gros des problèmes, mais ça je vais pas remettre une pièce dans la machine pour 2 heures, c'est que tu as des dizaines, si c'est pas des centaines, tu as des centaines de milliards d'euros de cotisations retraite qui sont prélevées sur les salaires des gens chaque année, qui sont immédiatement versés aux gens qui sont à la retraite. C'est le truc le plus stupide de toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est de prendre une somme d'argent énorme et au lieu de l'investir pour aller chercher dans la croissance économique mondiale, les fruits de la croissance, et de les redonner aux retraités français ensuite, on donne l'argent tout de suite sans l'investir. C'est dépenses d'exploitation versus dépenses d'investissement. C'est le système de retraite le plus con de l'histoire. C'est-à-dire que économiquement, ça ne fait strictement aucun sens de faire comme ça. Ça ne fait aucun sens de faire comme ça. Ça faisait un sens quand il y avait 4 cotisants pour un retraité. Et surtout quand on passait 3 ans à la retraite, au lieu de 30 ans aujourd'hui. Donc, pour une raison qui m'échappe, il n'y a aucun politique qui a réformé le système de retraite français sans le changer fondamentalement, juste en disant la thune, au lieu de vous la donner cette année, on va la placer 10 ans et dans 10 ans, on vous la donnera parce qu'elle aura fait des petits. Au lieu juste de dire, comme les Pays-Bas le font, comme la Norvège le fait, l'argent des retraites, c'est très bien que ce soit collectif. On n'est pas des Américains, on est pour l'État-providence. On est pour la solidarité collective en Europe. Mais là, en prenant la thune sur les salaires pour la reverser tout de suite aux retraités, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Les maths sont là. Ça ne peut pas marcher. Le système tel qu'il existe est en déficit jusqu'en 2070. C'est pas moi qui le dis, c'est le COR, le Conseil d'orientation des retraites. Donc c'est ça le plus grave. Le plus grave, c'est les retraites pour l'argent des gens. Le deuxième, c'est l'argent qui dort. Le troisième, c'est les frais. Le quatrième, c'est les crédits à la conso. Une fois que tu as compris ça, tu changes complètement ton destin financier. Parce que c'est pas penser que oui, mais de toute façon, pour quelqu'un qui est des classes populaires ou des classes moyennes,
De toute façon, c'est pas possible d'investir. De toute façon, c'est pas possible d'épargner. De toute façon, avec des petits salaires, on peut pas, etc., etc. C'est faux. C'est faux. C'est important. Moins vous avez d'argent, plus c'est important de s'en occuper. Enfin, le paysan qui a une énorme rivière qui passe dans son champ et le paysan qui a un puits qui est presque à sec, lequel des deux doit le plus s'occuper de son eau? Ben, c'est celui qui a un puits qui est presque à sec. Il faut s'en occuper pour être sûr d'en avoir suffisamment de l'eau. Ben là, c'est pareil. Donc, il va y avoir 5 ans d'inversion des référentiels. Je m'explique. Ce que les gens croient, à juste titre, ils le croient sincèrement, être la parole crédible est un mensonge. C'est-à-dire que la parole crédible aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, pour les questions d'argent, c'est ton banquier. Ouais. Ce que les gens sont en train de réaliser, et ce que les banques mettent trop longtemps à changer, c'est que ce que raconte le banquier aujourd'hui aux classes moyennes, aux classes populaires, est faux. C'est-à-dire que non, le mieux pour vous, c'est pas d'ouvrir une assurance vie avec 3% de frais dedans, en fait. Non, le mieux pour vous, c'est pas de faire un crédit à la conso. Non. Le mieux pour vous, c'est certainement pas de faire un PER uniquement avec 2% de frais annuels dedans, en fait. C'est faux. Mais les banques sont obligées de le dire parce que, comme elles ne se sont pas modernisées, comme elles n'ont pas optimisé leur processus, elles ont une base de coûts qui est très élevée. Elles se réfugient derrière un argument qui est valable, qui est vrai, qui est la solidité du système bancaire. Il faut que les banques soient solides. Il faut que les banques soient solides. Nous, on a 1000% de Core Tier 1 ratio. On a 6 ans d'existence. On a des centaines de millions d'euros de capitaux propres. Et on est une entreprise profitable. Et on est régulé en tant que banque allemande. On n'est pas allé chercher notre licence dans un petit pays périphérique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est possible, en fait, d'avoir une institution qui est solide, qui care, tu vois, qui est très, très attentive à l'argent des gens, qui fait attention, et qui est crédible, qui est régulée. Et c'est pas pour autant que c'est obligé d'être super cher, en fait. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la tech, il y a un truc qui s'appelle les processus. Alors, je sais bien que ça fait pas des heureux chez les syndicats d'employés de banque, parce que ça fait des jobs en moins, c'est évident. Mais il y a aussi des nouveaux jobs à créer. Regarde-toi. Des Thomas, il en faudrait plus, tu crois pas, en France? Ah, ça serait cool. Bah voilà. Pas dire le contraire. Et voilà. Et demain, je peux te garantir qu'en France, il y aura un statut de coach financier. Parce que demain, des conseillers financiers pour les classes moyennes et les classes populaires qui leur disent exactement quoi faire, quand le faire, je pense qu'il n'y en aura plus. Parce qu'on ne pourra plus le payer. En revanche, des gens qui t'apprennent à faire par toi-même ensuite, ça, c'est un métier qui va exploser. Donc, des nouveaux métiers, il y en a plein. C'est juste de dire, est-ce que c'est normal que tous les particuliers payent des frais de dingue et se voient proposer des produits qui ne sont pas adaptés à leurs besoins et à leur situation parce qu'une banque ne s'est pas modernisée? Tu vois bien que là, il y a un problème politique, en fait. Donc voilà, c'est ça qu'on apporte aussi avec Trade Republic. Une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de faire de la banque. Et on essaye de le faire en ayant la crédibilité et la solidité d'une institution sérieuse, quoi. Et donc, ce qu'on est en train de voir, c'est, je te dis, cette inversion des référentiels. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la vérité, ce qui était perçu comme le truc bien à faire, c'est ce que disait ton banquier. Alors que tu t'aperçois aujourd'hui que c'est pas vrai, en fait. Que ce qui est bien à faire, c'est ce que te disent les créateurs de contenu. Et ça, pour les institutions et pour les gens de plus de 50 ans, c'est extrêmement difficile à accepter. Ah, ça oui. Et donc, nous, on est dans une position qui est pénible. Parce que on sait qu'on raconte des trucs bien pour les gens, tu vois. Je sais que ce que je raconte, c'est bien pour les gens. Mais pour les gens de plus de 50 ans, je suis le start-upper disrupteur pas crédible, pas fiable. Écouter les réseaux sociaux. Tu vois? Ouais. Et donc, voilà. Donc, c'est une période qui est passionnante, qui est très dangereuse, parce qu'il y a plein d'arnaques, forcément, qui se glissent dans tout ça. Parce que comme il y a une attention énorme. Là où il y a de l'argent, de toute façon. C'est surtout qu'il y a une attention énorme. Ouais. Quand les gens étaient attentifs aux histoires de transition écologique, les arnaques principales, c'était sur la rénovation thermique des bâtiments. Quand les gens étaient sensibles à l'évolution du monde du travail, dans les années 2010, tu t'en rappelleras peut-être, les arnaques de dingue qui étaient partout, c'était sur le compte personnel de formation, sur le CPF. Ouais.
Bon, bah là, aujourd'hui, depuis quelques années, les gens ont compris que le sujet auquel ils devaient s'intéresser, c'était les finances perso, le pouvoir d'achat, le budget, comment tu fais pour mieux dépenser, etc., etc. Et ben forcément, les arnaqueurs, ils ont vu ça, ils y sont allés. Ouais, les canaux Telegram. Mais c'est tout, voilà. Mais c'est pas spécifique à ça. Et donc là, évidemment, tu as toute l'industrie des médias traditionnels qui, un peu à la manière des banques traditionnelles, c'est en train de se faire disrupter par les créateurs de contenu. Pour les banques traditionnelles, c'est les fintech. Et donc la réaction première, c'est de décrédibiliser. C'est-à-dire, non, mais les startups, là, vous mettez pas leur thune là-bas, ça peut faire faillite quand même. BNP, ça ne fera pas faillite. SocGen, ça ne fera pas faillite. La Banque Postale ne sera pas faillite. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et de la même manière que les journalistes des médias traditionnels, ils disent quoi à propos des créateurs de contenu ? Ouais. En général, il y a des articles positifs sur les créateurs de contenu. Des influenceurs à Dubaï. Et voilà. Et donc, on est dans une situation qui est similaire, c'est-à-dire qu'on est en train de gagner notre crédibilité, nous en tant que plateforme bancaire, vous en tant que source d'information fiable pour l'argent des particuliers, et que cette inversion des normes, entre guillemets, est en train de se faire. Mais si Trade Republic fait faillite, déconne, part avec la caisse, je sais pas quoi, ça peut stopper une démarche sociétale, en fait, très profonde. Donc nous, notre responsabilité, je pense, en tant que start-up, c'est d'accompagner ce changement sociétal. C'est pas Trade Republic qui a créé l'envie des particuliers en Europe de s'intéresser à leur thune. En revanche, c'est Trade Republic qui est le plus gros sponsor de l'éducation financière en Europe, ça oui. Mais aujourd'hui, quand un particulier veut aller voir son conseiller bancaire classique, c'est vrai que comme tu dis, il y a des conflits d'intérêts tout le long parce que la banque, ils veulent faire le plus de chiffres possible. Du coup, ils disent à son employé de vendre leur produit et pas un autre. Forcément, il est totalement biaisé. C'est pas qu'il veut mal conseiller ou qu'il est mauvais, mais c'est qu'il peut conseiller qu'une seule offre. Et le particulier, lui, il a toujours eu qu'une seule source de référentiel, c'est son banquier. Donc forcément, si son banquier lui dit quelque chose, un peu comme quand le docteur nous dit quelque chose, des fois on applique bêtement, alors que ça serait bien aussi de se renseigner. Mais est-ce que tu penses que tout ça, ça pourrait changer, que du coup, on pourrait avoir des banquiers indépendants qui lui proposent des offres Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer. Parce qu'on n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la nature, elle a horreur du vide. C'est-à-dire quand il devrait se passer un truc et que ça se passe pas, il y a toujours une solution pour que ça finisse par arriver. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que le bon sens des gens, c'est il va y avoir un problème pour ma thune en fait. Là j'ai compris quoi. La retraite c'est la merde, l'État est endetté, les impôts ils vont augmenter, les salaires ils stagnent, le pouvoir d'achat il stagne. Les gens ils ont compris qu'il y avait un problème. Donc ils veulent agir dessus. Comme ils veulent agir dessus, ils vont chercher des solutions. Et des solutions, il n'y en a pas beaucoup. Des bonnes à l'heure actuelle. Non. Mais les bonnes, elles explosent du coup. Ouais. Du coup, ça fait quoi ? Ça donne plein de bonnes idées à plein d'autres gens qui ont envie de faire pareil. Donc ton succès, à toi sur Instagram, et le succès de Trade Republic auprès des clients, ça fait quoi ? Ça inspire les autres. Et donc tu as des boîtes qui se créent, tu as des boîtes qui se lancent, tu as des gens qui créent des startups, tu as des services qui se montent, tu as des réflexions qui se passent aussi dans les grandes banques. Je te donne un exemple très concret. Les grandes banques françaises ont mis un certain temps à comprendre que l'un des facteurs clés de succès de Trade Republic, c'était ce qu'on appelle les plans d'épargne. C'est le fait de pouvoir investir des petites sommes tous les mois automatiquement. Ça, c'est rendu possible que si tu peux fractionner des actifs financiers. Si tu dois vendre uniquement des unités entières d'actifs financiers, des actions, des ETF, tu ne peux pas faire des plans d'épargne mensuels en disant je veux mettre 50 € par mois dans l'ETF Monde ou 50 € par mois dans LVMH. Ouais. À 600 € l'action, compliqué. Hein. Et il se trouve que investir 50 € par mois, c'est ce que veulent faire l'immense majorité des gens. Et donc en fait, il fallait rendre le système possible. C'est ce qu'on a fait avec Trade Republic, grâce au système de copropriété des comptes titres rendu possible par la loi allemande, qui n'existe pas en France. Il a fallu 3 ans aux banques françaises pour comprendre que c'était ça notre facteur clé de succès, pour aller voir les autorités de Bercy et les autorités au Parlement en France pour faire voter une loi qui crée un régime de fractionnement en France. Donc l'arrivée de Trade Republic en France a déjà conduit 3 ans plus tard à ce qu'une loi créant un système de fractionnement des titres financiers existe en France. Ce qui va permettre à toutes les autres banques françaises de proposer le DCA. La même chose, ok. Les plans d'épargne, le DCA. Donc, tu vois que c'est en train de changer. Ensuite, une fois que tous les clients seront partis des agences, ton problème sera réglé.
les conseillers vendeurs, ça va disparaître. Donc tu penses que le métier de banquier traditionnel il va disparaître Bah, c'est évident. Enfin, toi aussi, tu penses ça, je pense. Je pense aussi. Mais c'est évident. Le métier tel qu'il est pratiqué aujourd'hui ne peut plus durer. Mais d'ailleurs, les premiers à te le demander que ça s'arrête, c'est les banquiers. Hein. Ouais. Les banquiers d'agence, l'immense majorité d'entre eux, ils en ont marre de ce métier-là parce que ils sont plus alignés. Parce que oui, ils sont pas alignés avec leurs valeurs, ils peuvent pas vendre des bons produits. Ils ont des procédures extrêmement lourdes. Quand on leur paye de la formation, je le décrypte dans mon bouquin, j'ai analysé dans mon livre les centaines de milliers d'heures de formation reçues par les salariés des banques. L'immense majorité de la formation, c'est sur les procédures de la banque. Ouais. Et les procédures réglementaires. J'en ai fait un peu, donc je peux moi aussi. Et donc, tu as très peu de formations sur c'est ça qu'il faut faire de mieux pour ce type de gens, pour leur thune, en fait. Les formations produits, il n'y en a pas. La plupart des banquiers en agence ne savent pas ce qu'est un ETF, sauf qu'ils nous ont entendu tout au moins en parler sur les réseaux. Je suis d'accord. Ouais. Donc, tu vois bien que ça va changer. Parce que de toute façon, il n'y aura plus de clients pour ça. Est-ce que pendant 10, 15 ans, 20 ans, on va encore avoir ce qu'on appelle la queue de la comète, la fin d'un phénomène sur les gens qui vont toujours dans leur agence avec leur chéquier, etc. Bien sûr. Mais est-ce que tu penses qu'après avoir fait 30 millions de vues sur les réseaux, après avoir vendu des dizaines de milliers de bouquins, les gens ils vont continuer à accepter de se faire du chantage par leur banquier qui n'a pas le choix s'il veut faire ses objectifs, de se retrouver avec des frais sur leur compte qu'ils ne comprennent pas, où ils ne savent pas d'où c'est venu, il n'y a rien de demandé. C'est pas possible. Donc ça serait pour toi la façon d'épargner de l'avenir, c'est ce qu'on met aussi en avant tout le temps, ça serait vraiment l'investissement. Ah, c'est évident. Notamment les ETF, du coup. Ah bah, les ETF jouent un rôle énorme. Je pense qu'à terme, les obligations en direct ont vocation à jouer un rôle énorme aussi. Il faut désintermédier tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu as des gens qui achètent des obligations, ce qui est une très bonne pratique, mais qui payent 2% de frais annuels dessus. Ouais. Ça s'appelle le fonds euro d'un contrat d'assurance vie. Et 2% annuel de frais, c'est monstrueux. Enfin, c'est l'affreux. C'est impossible de s'enrichir avec ça, en fait. Et donc, une fois qu'on aura rendu tout ça visible des classes moyennes et des classes populaires, le changement va arriver très vite. Mais là, il y a une autre barrière qui se met, c'est que souvent, quand on met ça en avant, la meilleure manière de préparer ton avenir financier, c'est plutôt en bourse, avec les ETF, le marché des actions, c'est 8% historiquement par an, etc. La bourse, pour beaucoup en France, ils ont l'idée directement, ce qu'on voit dans les médias, la crise de 2007, les traders véreux, des choses comme ça. Et donc, du coup, la bourse, ça fait très peur aux personnes. Donc, il y a un véritable travail aussi sur ça. Et donc, tu penses vraiment que ça peut, dans les prochaines années, avoir un direct c'est en train de changer, déjà. C'est-à-dire que je le mesure, moi, avec l'IFOP. On fait des sondages, nous, tous les 6 mois, tous les ans, etc. On en fait beaucoup avec Trade Republic. Et le changement est là. Enfin, ça y est, c'est fait, quoi. Je veux dire, les moins de 35 ans aujourd'hui, ils ont plus peur d'investir, majoritairement. Ouais, ça, c'est vrai. C'est fait. Donc, c'est juste une question de temps, maintenant, que le changement générationnel se fasse. Mais ça prend du temps. Tu changes pas la culture instantanément dans un pays. Et donc, moi, ma conviction personnelle, c'est que d'ici 2-3 ans, le tabou de l'argent en France est terminé. L'investissement, c'est devenu normal. On a quand même des émissions à la télé. Maintenant, on a lancé Capital Épargne avec M6 à 20h30, quoi. Donc, c'est en train d'exploser. Il y a les plus grands sites de news, de magazines féminins qui m'appellent pour lancer des verticales d'éducation financière. Ouais. Ça veut dire des choses. Tu regardes le top 50 Amazon France bouquins depuis 1 an. Dans le top 50 Amazon France de livres depuis 1 an, il y a constamment un bouquin d'éducation financière. Donc c'est le début d'un phénomène sociétal monstrueux. Mais dans la société, comme les dynamiques sont lentes, puissantes, c'est des dynamiques de fond, tu sais, le changement, il est déjà là, en fait. C'est juste qu'il faut le temps que les jeunes soient moins jeunes, que les vieux soient partis, et que les dirigeants qui décident de ce qui est rendu visible du grand public changent. Aujourd'hui, je te donne un exemple. Prenons l'exemple d'un journal de gauche, très à gauche. Un journal quotidien très à gauche. Il y a une rédaction, évidemment, dans ce journal qui est pilotée par un directeur de la rédaction. Les journalistes doivent avoir entre 40 et 60 ans et le directeur de la rédaction, il doit avoir 60 et quelques. Et tu as une journaliste de 28 ans qui m'appelle, dit « Monsieur Bacchino, je travaille pour ce journal. Première fois en 20 ans de carrière que ce journal me contacte. J'essaye de faire un papier sur les jeunes investissent.
Parce qu'il me semble que c'est une des dynamiques de fond les plus importantes de ma génération. Et je voudrais en parler. Et mon rédacteur en chef me l'interdit. Mais elle avait envie d'en parler. Parce qu'elle est journaliste, elle est jeune, elle voit bien que c'est un sujet important. Et même si elle est de gauche, elle essaye de comprendre. Parce que la vérité, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes de gauche qui investissent en bourse, en fait. Ouais. Ils ont aussi compris que c'était important pour leur thune. Parce que la bourse, accessoirement, c'est une... Tu peux le voir des deux manières. La bourse, c'est de droite et de gauche. C'est de droite au sens où c'est le libéralisme poussé à l'extrême, le capitalisme, les marchés financiers, etc. Mais de l'autre, c'est quoi la bourse ? C'est un mécanique de répartition des fruits de la croissance économique. La meilleure manière de répartir les richesses créées, c'est que tout le monde soit actionnaire. Et ça, c'est dur à concevoir pour beaucoup de personnes. C'est en train de changer, ça. Pour l'immense majorité des gens, maintenant, ça se conçoit très très bien, en fait. Et donc, tu vois de plus en plus sur les réseaux sociaux, et pas que sur X, mais aussi sur Instagram, mais aussi sur TikTok, mais aussi sur LinkedIn. Tu vois de plus en plus des posts de gens de gauche, voire d'extrême gauche, qui tapent les actionnaires. T'as énormément de gens maintenant qui viennent commenter en dessous « Arrête de te plaindre et deviens actionnaire ». En fait. C'est accessible à tout le monde. Et t'es pas contente que les actionnaires, ils se gavent. Alors que nous, on dit à tout le monde de faire pareil. Enfin, Et donc voilà. Donc les choses sont en train de changer. Ça prend du temps, mais ça va très très vite grâce aux réseaux sociaux, grâce à vous. Et grâce aux gens surtout. C'est les gens qui te passent les infos. Ils détestent que je parle d'eux parce que ça leur fait venir trop de monde et tout, mais sur Reddit, c'est incroyable ce qui se passe. Il y a des groupes qui se créent, il y a des milliers de gens qui viennent poser des questions, des wikis, tout ça est fait en indépendance totale, et j'en sais quelque chose parce que je me fais éclater sur ce truc. Ils comprennent pas que j'en parle alors qu'ils me critiquent. Mais c'est bien Reddit, tu vois. Les subreddits, je sais que ça les énerve que j'en parle, mais même s'ils disent du mal de moi, c'est bien. Il y a une vraie éducation financière sur Reddit. C'est pas grave, je m'en fous qu'ils disent du mal de moi. Tu comprends ? Comment ils parlent de toi ? C'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est qu'ils parlent d'éducation financière correctement. C'est bien ce qui est raconté là-bas. Donc voilà. Là où je pense qu'il y a quand même un travail d'éducation, c'est que pour beaucoup, du coup, la bourse, ce qui est plus dur à concevoir, c'est ce côté volatilité. Et que parfois, il peut y avoir des phases de baisse et que c'est des cycles, c'est toujours comme ça, mais que ce qui compte, c'est la tendance long terme. Et c'est toujours ce travail d'éducation de que faire en cas de crise. Parce que ça, c'est une question que je reçois souvent. Et si demain, il y a une crise comme en 2007, qu'est-ce que je fais avec mon argent ? Est-ce qu'elle est vraiment en sécurité ? Et pareil, pour Trade Republic, par exemple, on me pose souvent la question, et si Trade Republic fait faillite, qu'est-ce que je fais avec mon argent ? Toutes les questions comme ça qui reviennent. Et il y a une grosse aversion où les gens, bien sûr, ils ont peur pour leur argent. Parce que avec l'État, c'est plus simple. On se dit, oui, c'est l'État, il gère notre argent pour nous. Et là, on a cette propre responsabilité de gérer notre argent. T'en penses quoi de ça un peu sur... Mon métier à moi, c'est de transformer de la peur en espoir. C'est-à-dire que tu l'as bien compris, mais peu de gens l'ont exprimé jusqu'à présent. Tout le monde présente le sujet de l'argent comme un sujet rationnel, intellectuel, où il faudrait connaître des principes, connaître des techniques, et où ce serait en fait un livre et où il y aurait des méthodes à appliquer, etc. Mais c'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas vrai. Les règles intellectuelles, techniques à comprendre sur la thune, je les explique en 30 minutes et toute ta vie, t'as assez. C'est pas du tout le sujet. Ça, c'est le mindfuck énorme de la profession financière envers la population générale, d'avoir fait croire aux gens que l'argent, c'était compliqué. Techniquement. Parce qu'en fait, la vérité, c'est quoi ? Et ça, j'ai mis 15 ans à le capter. La vérité, c'est que toute l'industrie financière s'est structurée pour répondre aux besoins de gens qui ont déjà de l'argent. En fait, toute l'industrie financière est structurée pour ne s'occuper que de 10% de la population qui a déjà du blé, en fait. Et personne ne s'est intéressé au très grand public. Et donc, du coup, tout le monde pense que gérer son argent, c'est complexe, parce que c'est vrai que quand tu as une fortune personnelle, il faut un CGP, il faut des conseils fiscaux, mais c'est 1% de la population, les copains. C'est 1% de la population. Personne ne s'est jamais trop intéressé aux 90% restants, qui ont des problématiques très simples. L'argent, c'est un problème émotionnel, irrationnel. L'argent, c'est un problème d'éducation
sensitive, quoi. Et ça, personne n'en parle. Ça, c'est un truc qu'il faut apporter aux gens. Parce qu'en fait, une fois que tu n'as plus peur, accessoirement, tu es beaucoup plus lucide, donc tu peux prendre des décisions plus rationnelles. Et une fois que tu as de l'espoir, c'est là que tu peux investir. Donc ce que je fais moi, c'est de démystifier auprès du grand public la complexité de l'argent. C'est pas vrai. D'accord ? C'est vrai qu'il faut un Master 2 pour gérer une fortune personnelle. Avoir des assurances vie au Luxembourg, des bidules, optimiser la fiscalité de la transmission, etc. Oui, ça concerne 1% de la population. Pour 90% des gens, ce qui a besoin de savoir techniquement sur la thune, ça tient en une demi-heure. Je l'ai prouvé. Je l'ai démontré. Avec une vidéo qui a un an, en février dernier, sur Legend, avec une vidéo d'1h15, il y a 100 000 personnes qui ont commencé à investir. Juste avec une vidéo. Avec une vidéo. Ah, c'est un bon record. d'1h15. Il y a 100 000 personnes qui ont commencé à investir. Et je te parle pas d'aller faire 3 trades de spéculation sur le Dogecoin. Hein. Je te parle de gens qui ont tous mis en place un plan d'investissement mensuel automatique sur des ETF. Avec 1 heure d'explication. Je l'ai prouvé. Si tu apportes les bonnes émotions aux gens et si tu leur expliques avec des mots qu'ils peuvent comprendre, parce que tu as envie qu'ils deviennent autonomes, ce que les banquiers malheureusement ne peuvent pas vouloir, ça marche. Donc l'enjeu, c'est, tu as raison, de lutter contre la peur. Parce que si tu as peur, tu vas prendre des mauvaises décisions pour ta thune. Soit tu auras peur d'investir, soit tu auras peur de faire moins bien que ton voisin, et alors tu vas faire n'importe quoi en bourse, soit tu auras peur de passer pour un con auprès de ton banquier, donc tu vas pas oser lui poser des questions, soit tu auras peur de dire à ta meuf ou à ton copain que tu n'as plus de thune, donc tu vas faire un crédit à la conso. C'est la peur le problème. C'est pas technique l'argent. L'argent, c'est émotionnel. C'est ça que j'amène, moi. Et donc, j'essaye de faire en sorte que les gens le réalisent, que c'est avant tout émotionnel, qu'ils sortent du mindfuck gigantesque de la protection, de la profession financière, qui laisse penser à tout le monde que c'est compliqué, qu'ils ont besoin d'aide, etc., etc. Et une fois que tu as donné ce courage-là aux gens, et une fois que tu as effacé la peur, et ben là, il y a une très, très, très belle émotion humaine qui prend le relais. Et ça, c'est l'espoir. Et l'espoir, c'est très important, parce que si tu as l'espoir d'avoir une vie meilleure, tu vas investir. Si tu as l'espoir d'avoir une vie meilleure pour tes enfants, tu auras plus de facilité à faire ton budget. Si tu as l'espoir de devenir de plus en plus compétent pour ton argent, tu vas te former. L'important, c'est de redonner aux gens de l'espoir. Et c'est en ça que je suis vent debout contre les complotistes et les autres Madame Irma des réseaux sociaux qui t'expliquent que l'État va tout nous prendre, que c'est la catastrophe, qu'il faut faire all-in sur le Bitcoin, etc. etc. J'ai rien contre les Bitcoins maximalistes. Il y a un truc passionnant avec le Bitcoin, évidemment. Ouais. Évidemment, et j'investis moi-même dans le Bitcoin tous les mois, donc je ne vais pas dire le contraire. Néanmoins, les catastrophistes, c'est pire que tout. Parce qu'en fait, ils jouent à fond sur la peur, en fait. Ils jouent à fond sur la peur. Mais ils la renforcent, en fait. La peur, moi, j'essaie de la faire disparaître. N'aie plus peur de passer pour un con. N'aie plus peur que de parler de tes problèmes de thunes. N'aie plus peur de poser des questions sur l'argent. N'aie plus peur d'investir. N'aie plus peur de challenger ton banquier. N'aie plus peur de couper tes dépenses. C'est bien de dépenser mieux, en fait. C'est vertueux. C'est pas être un radin. C'est bien. D'accord ? Quand tu coupes l'eau du robinet, quand tu te brosses les dents, tout le monde te dit que c'est bien. Et ben, toutes tes dépenses de merde, c'est comme si tu laissais de l'eau du robinet couler alors que tu te brosses les dents. Quand c'est pour la planète, tu le fais pas. Quand c'est pour ta thune, à toi et ton avenir, tu le fais quand même. Il y a un problème émotionnel, là. C'est vrai que c'est totalement émotionnel. Et je pense qu'il y a un mot qui résume beaucoup ça, c'est le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer une opportunité. Et en fait, avec les réseaux, ça c'est le côté mauvais des réseaux, ça accentue ça pour beaucoup de personnes. Parce qu'il y en a plein, ils savent que la chose à faire, comme tu dis, la plupart du temps, c'est voilà, tu mets un portefeuille en place, tu fais un investissement programmé et tu investis sur le long terme et tu essaies de plus trop y penser. C'est même le mieux à faire pour pas avoir ce côté émotionnel. Mais on voit tout le temps passer des vidéos de quelqu'un, un expert qui va nous expliquer que cette année, la bourse va tomber et que c'est la plus grande crise de tous les temps, qu'il faut investir sur telle crypto, que c'est la meilleure opportunité de tous les temps, que maintenant c'est ça, c'est ça. Et le plus dur, c'est, en plus qu'on n'a pas cette éducation financière, savoir tenir un peu cette ligne droite aussi. C'est pour ça que j'insiste autant sur quelques principes simples.
C'est pour ça que je répète depuis 4 ans la même chose, en boucle. Parce que l'éducation et l'art d'apprendre, c'est l'art de répéter. Et donc, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est avec votre aide aux créateurs de contenu, avec l'aide des autorités aussi, avec l'aide des médias traditionnels aussi, avec tout le monde. J'essaye réellement de créer des nouveaux repères. Si tu crées des nouveaux repères, si ton compte sur Instagram, c'est plus de 207 000 followers qu'il a, mais 1 million de followers à un moment donné, et si dans le même temps tu passes dans les émissions de télé, etc., traditionnelles, et si de temps en temps les gens voient ton nom dans un journal, et si en plus de ça, t'es pas uniquement présent sur Instagram, mais t'es aussi sur LinkedIn, et que, je sais quoi, tu deviens un repère. Et les repères, c'est indispensable pour les gens, pour fonctionner, pour avoir confiance. Donc, créer des nouveaux repères, c'est ça que je suis en train d'essayer de faire sur l'éducation financière avec l'aide de Trade Republic. Et c'est énorme, quoi, parce qu'on a les plus gros budgets marketing d'Europe. Ça, c'est pratique. C'est pas aussi parce qu'on se serre la ceinture en interne de manière radicale, mais on est très efficace comme entreprise. On gagne beaucoup d'argent et on a gardé notre levée de fonds qu'on n'a pas dépensé. Donc, on a beaucoup de moyens. Comme on a beaucoup de moyens, on peut avoir un gros impact. Et moi, mon rôle, c'est de débloquer les plus grosses opportunités possibles de former un maximum de gens avec des concepts d'éducation financière de base, quoi. Je crois beaucoup, moi, au fait d'équiper les gens de concepts et de repères. Si les gens ont les bons concepts, les bons repères en tête, après, ils seront capables de faire le tri. Si les gens deviennent capables de faire le tri, le nettoyage sur les réseaux sociaux, il va être vite fait. Donc, en fait, la stratégie qui est la nôtre est la stratégie la plus ambitieuse qui soit, c'est-à-dire qu'on pense sincèrement qu'il est possible d'éduquer 100 millions d'Européens à mieux gérer leur thune. On le croit sincèrement. C'est un beau challenge. Et on ne veut pas le faire nous-mêmes, parce que si on le fait nous-mêmes, les gens n'écoutent pas. Et ils ont bien raison, d'ailleurs. On est un OS, nous. On n'est pas un éducateur financier. On est une plateforme, on est un système pour que ta thune travaille. Mais on n'est pas le créateur de contenu, nous. Et donc, moi, j'ai occupé cette place cette année parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Mais mon objectif personnel, c'est pas de devenir créateur de contenu, moi. Mon objectif, c'est de disparaître derrière le message. C'est que de plus en plus de gens prennent le relais à ma place. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on a sponsorisé M6 avec le lancement d'une émission de télé, même si c'est un programme court d'1 minute tous les soirs. C'est tous les soirs, c'est à 20h30, c'est sur M6. C'est un premier pas dans la télé. J'ai ma chronique hebdomadaire sur Sud Radio. On parle d'éducation financière tous les mardis à 18h55 avec Thomas Binet d'Oser Investir. On a les incontournables de l'argent tous les mardis à 18h55 sur Sud Radio. Et c'est que le début. Et il y a quelques jours, Hugo Décrypte a fait parler d'éducation financière pour la première fois, par exemple. Ouais. C'est que le début. C'est un sujet hyper important en plus et qui sont très peu abordés dans les médias. Je suis passé 3 fois sur Legend cette année. C'est que le début. Donc, tout reste à faire encore. Je pense que tu as cassé un truc avec ça, avec Legend. C'est la première vidéo Legend qui a craqué un truc pour toute l'industrie. Ouais. Ouais. C'est incroyable. On n'a pas fait exprès. Parce que ça fait du temps que on savait pas. Voilà, c'est. Ouais, c'était un très grand moment. C'est la rencontre entre des personnalités, un moment, une ligne éditoriale, une audience spécifique. Ouais, ça a ouvert une voie. Et on n'a pas fait exprès. C'est ça qui est beau. Qui est incroyable. Ouais. Juste sur Trade Republic, maintenant, pour revenir un peu sur l'application. Ouais. C'est vrai que sur le papier, pour un particulier, comme tu dis, c'est beau quand tu regardes le concept comme ça, avec 0 frais d'entrée, 0 frais de transaction si tu mets les plans programmés, etc. Et du coup, il y en a des fois, ça je leur reçois des fois la question et c'est assez drôle, mais maintenant c'est légitime de se demander comment ils gagnent de l'argent Trade Republic. Bon, alors, déjà, j'ai répondu aux questions d'Axel là-dessus. Donc, il y a une vidéo dédiée qui existe de moi où j'explique le business model en détail pendant 45 minutes, parce que c'est des sujets qui sont quand même complexes. Ouais, bien sûr. Donc, j'explique en détail. Mais en gros, pour faire court, la première chose à comprendre au sujet de Trade Republic, c'est qu'on est très efficace. On est très efficace. On n'est que 600. On a des processus qui sont extrêmement efficaces. On gère tout nous-mêmes parce qu'on a développé du code informatique. Trade Republic, c'est de la tech. C'est des process 10 fois plus simples que toutes les autres banques. Pour faire la même chose, avec les mêmes contraintes réglementaires. On a eu notre licence bancaire allemande de plein exercice en 18 mois. On est nickel chrome. Mais on est extrêmement efficace. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'avec 1 euro de frais de courtage par transaction ponctuelle, on est très rentable. C'est ça que tous les autres ne peuvent pas avoir. Parce que pour les autres, 1 euro de frais de courtage, c'est pas suffisant pour couvrir leurs propres coûts. Nous, avec 1 euro de frais de courtage, on est très profitable. C'est la première chose à comprendre. C'est parce qu'on est très profitable sur notre cœur de métier initial, qui est les ordres de bourse,
qu'on peut se permettre de faire tout le reste gratuitement. En jouant sur le volume plutôt Un volume monstrueux. Trade Republic, ça a été rendu possible par vous. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les gens au rendez-vous, si on n'a pas 8 millions de clients et 100 milliards d'encours, ça ne peut pas marcher. Mais là, ça marche du coup. Deuxième source de revenus, les frais de gestion des ETF. Il y a 0,2% en moyenne de frais de gestion dans un ETF. Les fabricants d'ETF nous en donnent une partie. C'est pas des frais en plus, c'est juste un des acteurs institutionnels qui partage ta marge avec nous. Et voilà. Le modèle est simple, efficace. Des centaines de... Enfin bref, c'est un carton énorme. Et c'est 2 ans de suite une entreprise profitable. C'est-à-dire, après avoir dépensé les sommes que vous nous voyez dépenser sur le marketing, c'est des dizaines, pour pas dire des centaines de millions d'euros, on est profitable. Et on grossit. Et on continue de pousser, de délivrer des nouveaux produits. Pour finir, c'est quoi un peu la vision Trade Republic sur les 10-20 prochaines années? Notre objectif a toujours été le même. Au début, tout le monde nous prenait pour des fous. Aujourd'hui, on voit qu'on est en train d'y arriver. On fait que commencer. Mais avec 100 milliards d'euros, tu commences déjà à avoir un impact systémique en Europe. Notre objectif est de résoudre la crise des retraites en Europe. Donc ça paraît fou comme ça. Les gens ne croient pas. Les gens te disent mais c'est qui ce mégalo, etc. C'est ça notre objectif en fait. Moi, c'est pour ça que j'ai rejoint cette entreprise il y a 4 ans. Parce que c'est un des plus gros problèmes qu'on puisse avoir en Europe. Donc l'objectif, c'est d'avoir non pas 100 milliards d'euros, mais des milliers de milliards d'euros d'encours. Parce que c'est ce qu'il faut pour qu'on n'ait plus de crise des retraites en Europe. Donc quand on aura réussi à faire investir en bourse tous les mois, automatiquement, des gens qui ont un budget qui est fait tous les mois, une épargne de précaution qui rapporte, les taux de la BCE sur leur compte courant et des plans d'épargne gratuits, sans frais, ben là on aura réussi. Donc il y a encore du chemin. En France, il faut 1000 milliards d'euros d'investissement retraite des particuliers pour résoudre la crise des retraites. Eh ben en avant. Il y a du travail, mais en avant. En avant. Et en faisant voter une loi pour le fractionnement qui va toucher toutes les banques françaises, on y a contribué en fait déjà. Donc en avant, ça suffit. L'argent, c'est un tabou, ça suffit. L'argent, ça travaille pas à part pour ta banque, ça suffit. L'argent, j'y comprends rien, ça suffit. Je me sens pas légitime face à mon banquier, ça suffit. Je suis une femme, donc je me sens encore moins légitime pour investir à long terme. Alors ça suffit double. Parce que en plus, quand elles le font mieux que les hommes. Et on l'a démontré 2 ans de suite. Donc voilà, c'est des choses qui sont du passé. C'est des choses qui n'ont plus aucune raison d'être. C'est des tabous et des raisonnements et des mensonges qui ont été compréhensibles pendant 50 ans parce qu'on pouvait se le permettre. Maintenant, on peut plus. Donc la vision long terme, c'est un OS qui permet de résoudre la crise des retraites. Et quand tu regardes bien le produit Trade Republic, qu'est-ce qu'il fait? Tu as un compte courant gratuit qui travaille, ta thune travaille en permanence. On t'encourage tout ce qu'on peut à prendre des bonnes décisions pour ta thune. On propose pas de découvert, ni de crédit à la conso. On te rend 1% de ce que tu dépenses dans ton plan d'épargne pour te dire que dépenser c'est bien, mais épargner c'est mieux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vois, les obligations fractionnées, la carte gratuite. On construit un OS qui est là pour que ta thune, elle grossisse. Et on pense que c'est important que tu le fasses. Voilà ce qu'on essaye de faire. Et si un jour on a 50 millions de clients, 100 millions de clients en Europe, tant mieux. C'est en Europe que le problème est le plus grave pour l'instant. Donc occupons-nous de l'Europe, pays par pays. On a localisé la France, on va faire l'Italie, on va faire l'Espagne, etc. On a vocation à aller le plus profond possible dans chaque pays d'Europe. Donc il y a du boulot pour les 10 prochaines années. Et ça tombe bien, on est motivé. Vous êtes super bien parti en tout cas. Merci. Un grand merci à toi, Mathias, pour aujourd'hui. Et si les personnes veulent te suivre, te contacter, est-ce qu'il y a des canaux que... Eh bien, je peux que vous encourager à acheter mon livre, évidemment. Si je gagne de l'argent avec ça, je m'en servirai pour créer l'Association française pour l'éducation à l'argent. Donc, on verra ce que ça donne. Projet ok. Je le dis dans le livre. Donc, je vous encourage à lire mon livre et à le faire connaître autour de vous. Si vous avez un proche qui n'arrive pas à se saisir des questions d'argent, offrez-lui le bouquin. Si ça lui est pas utile, vous m'appelez, je vous rembourse. Voilà, je peux être plus clair que ça. Et ensuite, pour me suivre, c'est sur Instagram ou LinkedIn. J'émerge sur TikTok récemment et je continue mes activités sur X. Mais c'est sur Instagram et LinkedIn que je suis le plus actif, donc n'hésitez pas. Je mettrai le lien du livre en description pour tous ceux qui veulent voir. Merci beaucoup. Un grand merci à toi et un grand merci à vous tous qui nous écoutent ou nous regardent. J'espère que vous avez autant apprécié cet échange que moi j'ai apprécié. N'hésitez pas à aller voir le lien du livre de Mathias en description si vous voulez commencer à investir. Et je mettrai aussi en description un lien avec une formation gratuite sur l'investissement si vous voulez commencer à découvrir un peu tout ça. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.